pas qu'un prédateur dans la nature, il l'est aussi dans les réunions. Moi je dis que le loup n'a pas sa place chez nous. Il n'a jamais eu sa place. Le problème, à mon avis, c'est pas le loup, c'est l'humain. A-t-on souvenir d'une pareille violence et d'une pareille mise en scène ? On va s'arrêter à présent sur la stupeur dans les Hautes-Alpes, stupeur dans le village de Saint-Bonnet en Champsaur, où le corps d'une louve a été suspendu devant la mairie, suspendu à des cordelettes, le tout accompagné d'un écriteau, ou de ce message plus exactement, « Réveillez-vous ». Il est déjà trop tard. Quand on parle du loup, la polémique n'est pas loin et la violence est en embuscade. LCI vient de parler à l'instant de cette louve abattue puis pendue par une patte devant la mairie d'une petite ville des Hautes-Alpes. Dans le même secteur, le président du conseil départemental est poursuivi en justice pour avoir offert une queue de loup à une préfète qui organisait son pot de départ. Il y a encore cette vidéo dans les Hautes-Alpes toujours, tournée de nuit devant le panneau du parc national des Écrins. On y voit 9 personnes, a priori des éleveurs, cagoulés et armés de fusils. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, plus de 600 animaux sont morts sous les crocs du loup dans le 05. La pression n'est plus tenable pour les éleveurs. Le front de libération du Champsaur va entrer en action. Et quand ce front de libération du Champsaur veut régler le problème du loup à coups de fusil, c'est la surenchère chez certains défenseurs du prédateur, comme cette association qui, sur sa page Facebook, menace que la vermine agricole n'oublie pas que des cabanes de bergers avaient déjà explosé dans les années 90. L'historien Michel Pastoureau a bien étudié le loup à travers les âges. Il y a consacré un livre, une histoire culturelle, mais ce qu'il voit et entend aujourd'hui le désole. Ce qui m'énerve, ce sont les débats actuels, aussi bien autour de l'ours qu'autour du loup, parce que tout est déraisonnable. Le bon sens a l'air d'avoir disparu. Les positions sont excessives, elles ont l'air absolument inconciliables, et elles deviennent parfois ridicules. Reprocher à un loup de se comporter comme un loup, c'est absurde. Pareil pour un ours. En outre, faire du loup une créature effroyable et qui est un danger pour toutes les populations, alors qu'en France on est entre 500 et 600 animaux, c'est quand même en plein 21e siècle un peu curieux. Et puis aussi bien du côté des bergers, des éleveurs que du côté des écologistes, j'ai l'impression qu'on a un peu perdu la tête. J'aimerais qu'on soit un peu plus raisonnable. Reprocher aux loups de manger des brebis, ça n'a pas de sens. Les loups ont toujours mangé des brebis. Il n'empêche que pour les éleveurs, la prédation est toujours un choc. Et quand certains doivent en plus affronter les attaques sur Internet, c'est un contre-coup dur à encaisser. Isabelle Descombes m'en a parlé. Elle élève des vaches et des brebis du côté de la vallée de la Bruche dans le massif vosgien. C'est elle qui nous expliquait dans le premier épisode qu'elle avait retrouvé un matin l'un de ses veaux dévoré par un loup. Ce qui est le plus dur à supporter après l'attaque, c'est les commentaires des gens. Ça, c'est un truc, on s'en passerait bien, quoi. Entre les gens qui disent, de toute façon, tu t'es fait attaquer parce que t'es une mauvaise éleveuse, parce que t'étais pas avec eux, parce que gna gna. Et puis les autres qui disent, de toute façon, c'est pas du loup, tu racontes n'importe quoi, même si on a un constat et qu'on a été, payé, indemnisé, quoi. Donc il y en a toujours qui ramènent leurs fraises et qui ont des commentaires pas sympas, qui nous insultent. On se fait insulter, ça va. On comprend pas trop pourquoi. En fait, on est des victimes, mais c'est nous les méchants. En fait, les gens, ils perdent un peu leur bon sens avec ces histoires de loups. C'est un peu n'importe quoi. Quand on parle du loup, on est très vite dans la surenchère, voire dans l'hystérie. D'un côté comme de l'autre, j'ai été sidéré en surfant sur les réseaux que l'on dit sociaux par le degré de haine que peuvent atteindre certains commentaires sur des pages Facebook qui relaient les manifestations d'éleveurs
et prône ouvertement l'éradication du loup à grand renfort de croyances ancestrales, de manipulation et de contre-vérité. Le loup n'a rien à faire chez nous, donnez-leur des pro-loups à manger, j'aimerais tellement qu'ils dévorent des écolos, sortez la calache, ou encore faites un mélange spécial de nourriture, si vous ne savez pas, je vous donnerai la recette. Et les auteurs de ces commentaires rêvent parfois de voir les autres espèces protégées, l'ours, le lynx ou le vautour, subir le même sort. Bref, un mépris haineux de la vie sauvage, un débat systématiquement ramené à une opposition ville-campagne, un refus du dialogue. C'est une espèce qui ne laisse pas indifférent. Le géographe de l'environnement et spécialiste du retour des grands prédateurs, Farid Benhamou, en sait quelque chose. Il est lui-même régulièrement la cible de ses opposants farouches au loup. C'est une espèce avec qui l'humanité en général et les éleveurs et les bergers en particulier ont un très lourd passif. Donc ça remue beaucoup de choses. Le loup n'est pas qu'un prédateur dans la nature, il l'est aussi dans les réunions, dans les débats, etc. Ça, c'est un fait indéniable. Et ça, c'est lié au fait que c'est le meilleur ennemi de l'homme, pour paraphraser la qualification de son descendant direct domestique, le chien. Parce que le chien, le meilleur ami de l'homme, est quand même le descendant de loups qui ont été domestiqués. Depuis que l'humain est éleveur, le loup s'est intéressé aux biens de rente, aux animaux d'élevage, et donc forcément, ça allait poser problème. Et autant les intempéries, autant les problèmes liés au partage du territoire avec le tourisme, etc. On va en parler, mais on va pas dramatiser les choses. Dès qu'il va être question de loup, on va tout de suite dramatiser les choses, parce que il est vrai aussi que quand le loup a été absent et qu'il fait son retour, une attaque de loup peut être quelque chose de très violent et perçu comme quelque chose de très très violent. Jean-Marc Landry est, lui aussi, l'une des cibles préférées des anti-loups les plus radicaux. À plusieurs reprises, l'éthologue suisse a été menacé de mort et pourtant, il défend la voie du dialogue avec les éleveurs et les bergers. Avec son institut pour la promotion et la recherche sur les animaux de protection, il travaille à leur côté pour tenter de trouver les solutions les plus efficaces pour protéger les troupeaux des attaques de loups. Je pense que la discussion est toujours possible avec tous les éleveurs, tous les bergers, quand vous les prenez seuls, puis qu'on discute. Parce qu'en fait, ils réalisent qu'on n'est pas des extrémistes et puis qu'on est capable de discuter, c'est d'écouter l'autre, d'entendre l'autre, de comprendre ses problèmes. Et on peut avoir des échanges. C'est surtout que les humains commencent à se mettre en groupe, que ce soit aussi bien du côté écologique ou du côté des éleveurs, où pour eux c'est quand même un changement de paradigme, c'est quand même changer de vision d'élevage. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui les éleveurs sont beaucoup attaqués sur tous les plans. En Suisse on vient d'avoir une votation où on voulait interdire tous les pesticides, insecticides de synthèse, mais on accusait les éleveurs un peu de tous les maux. Donc ils ont cette position un peu qui se victimise aussi. Mais c'est vrai que le loup est aussi un porte-parole aussi pour parler un peu de leurs problèmes. Et puis malheureusement derrière il y a aussi de l'argent, comme partout. Et le loup est aussi un révélateur de tout ce qui ne fonctionne pas. Au départ, quand j'ai commencé mon travail, je voulais sauver le loup. C'était mon truc, moi, les loups, on m'appelait Monsieur Loup. Puis après, je me suis dit non, il faut quand même qu'on aide les éleveurs. Et aujourd'hui, je suis là à dire, il faut qu'on aide les brebis. Parce que moi, j'ai vu des attaques, j'ai vu des brebis bouffées vivantes par le loup. Et c'est ça mon cheval de bataille, c'est de dire, moi, je veux plus qu'il y ait d'attaques, je veux plus qu'il y ait de souffrance. Il a attaqué sur la poitrine, il a consommé le sternum. Aucun organe vital n'est attaqué, je suis sûr que l'animal, il a été dévoré vif. Alors là, le bien-être animal, il n'est pas respecté du tout. C'est pas seulement les agneaux qui sont peut-être indemnisés, bien ou mal, je ne sais pas comment ça serait indemnisé. Le loup n'a pas sa place chez nous. C'est l'angoisse qu'on gère toute la nuit. Vous voyez, je suis ému. C'est plus une nuit, c'est plus une vie. Ce que l'on vient d'entendre, c'est le surplus killing ou l'overkilling. C'est ce que ce berger alsacien, René Mayer, vient de nous décrire. Parfois, quand les loups attaquent les troupeaux, ils sautent sur tout ce qui bouge, tentent de tuer le maximum de proies et peuvent même commencer à les consommer alors qu'elles sont encore en vie. C'est ce qu'il y a de plus choquant pour les bergers et les éleveurs. Et ce phénomène qui contribue à la réputation cruelle et sanguinaire du loup, Jean-Marc Landry l'a étudié de près. Donc quand on parle d'un animal qui est cruel, c'est toujours au point de vue humain, parce que le loup, lui, il est là pour tuer. Et quand il y a du surplus killing, c'est souvent qu'il y a un facteur environnemental qui a changé, qui fait que le loup peut plus facilement tuer que la normale.
Vous imaginez un loup qui doit chasser un cerf, quand il arrive à tuer un cerf, c'est difficile, hein. Et quand il tue un cerf, il va prendre ce qu'il y a parce qu'il ne sait pas quand c'est qu'il va rebouffer une prochaine fois. Alors vous imaginez qu'avec les animaux domestiques, quand vous mettez sur un alpage 1000, 2000, 3000 brebis, et puis que le loup arrive dans ce système-là, il peut tuer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 brebis. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le surplus killing. On voit parfois que les loups sont dans un état de chasse. Ils sont dans un état mental, puis en étant dans l'état mental, s'ils peuvent, ils vont tuer beaucoup. Parce qu'ils ne savent pas quand c'est qu'ils vont bouffer la prochaine fois, puis qu'ils font une sorte de réserve. Donc si vous avez plusieurs brebis qui sont là, malheureusement, même s'ils ne les voient pas, mais qu'ils savent qu'ils sont là, il peut aller dans cet état d'esprit de dire « je vais tuer ce soir plusieurs bêtes ». Ce qui arrive très rarement dans la faune sauvage, parce que la faune sauvage va se séparer en petits groupes et puis courir, et le loup doit faire un effort supplémentaire pour attraper une proie. Et malheureusement, quand il fait du surplus killing, il peut blesser les animaux. Et pour les éleveurs, c'est quelque chose qui est intolérable. Pour le berger le matin qui voit des brebis ou des agneaux qui sont agonisants, ou qu'il en voit 10, 15 par terre, puis que le loup n'a même pas consommé un individu, pour eux c'est intolérable. Et c'est ce qui fait ce qui est le gros problème aujourd'hui d'acceptation du loup, je pense, c'est surtout le surplus killing. Le loup est un animal sauvage, un grand prédateur qui chasse pour survivre, pas plus cruel qu'un renard dans un poulailler ou qu'un chat qui s'acharne sur un oiseau. Mais quand certains veulent le diaboliser, d'autres au contraire le portent au nu et considèrent qu'il est un peu, tout comme le chien, son descendant domestiqué, le meilleur ami de l'homme. Oublions ce monde, tous nos ennemis qui nous ont bannis. Marchant dans la honte, il n'y a que les loups qui pleurent avec nous. Autant on a pu voir une diabolisation ou une dramatisation excessive de la présence du loup, autant parfois on peut voir une idéalisation excessive du loup. Contrairement à ce que racontent certains livres pour enfants, hélas, les loups ne peuvent pas se mettre à manger des galettes de carottes. Le loup reste un animal carnivore. Et même s'il n'est pas le problème numéro 1 de l'élevage, il ne faut pas dire que quand il y a des attaques de loups, c'est systématiquement des attaques de chiens. Non, les attaques de chiens, ça existe, et ça a toujours existé. Mais les attaques de loups, c'est une vraie réalité. Ils sont stabilisés autour de 12 000 à 2 500 ovins par an, 12 500 ovins par an, ce n'est pas rien, c'est pas anecdotique. Autant pour l'ours, autour de 300 brebis, 100, 300 brebis par an, les chiffres réels, on va dire que là, on est dans des chiffres qui sont tout à fait acceptables pour l'élevage. Autant 12 000, 12 500, c'est quelque chose qui n'est pas anecdotique, c'est une vraie réalité. Et cette réalité, elle conduit parfois à vouloir régler le problème une bonne fois pour toutes, comme nos ancêtres. Ce n'est pas pour rien qu'ils l'ont éradiqué. Ça, je l'ai souvent entendu, notamment chez Guy Hazman, le maire de Belmont, un petit village du massif vosgien où le loup est revenu. Moi, je pense que le loup s'est installé chez nous. C'est quand même triste. J'ai 69 ans et c'est la première fois qu'on parle du loup sur ma commune. Je trouve que c'est un peu triste. Le loup, c'était pas notre préoccupation, ce qu'il devient la préoccupation aujourd'hui de nos agriculteurs de montagne. Déjà, d'être agriculteur en montagne, c'est très compliqué. C'est eux qui entretiennent notre patrimoine, il faut le savoir. Ça ne s'entretient pas facilement. Et donc là, maintenant, avec le loup, c'est une contrainte supplémentaire. Je crois que c'est pas gai pour l'avenir. Moi, je serais beaucoup plus radical, mais je ne veux pas me mettre le monde entier sur le dos. Mais moi, je dis que le loup n'a pas sa place chez nous. Il n'a jamais eu sa place. Ou si, il y a 150 ans. Dans les épisodes précédents, on a fait la connaissance de Jean-Michel Bertrand, le réalisateur de 2 documentaires, La Vallée des loups et Marche avec les loups. Je vais suivre mon intuition. Le loup aussi doit suivre ses intuitions. Il les a filmés chez lui, dans les Hautes-Alpes, et les a pistés jusque dans le Jura. Ce ne sont pas des films militants, mais naturalistes. Pipi de loup, sur 200 mètres, il y en a partout. Là, il n'y a pas de doute, je suis sur le territoire d'une meute. Ça n'a pourtant pas empêché Jean-Michel Bertrand d'être inquiété lors d'une projection dans les Alpes-Maritimes. Un groupe de chasseurs et d'éleveurs a fait irruption en hurlant dans la salle pour interrompre la séance. Je trouve ça très dommage de voir des gens qui s'élèvent contre le retour des prédateurs. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête là. À ce niveau-là, je trouve ça, une fois de plus, complètement hors nature, hors sol. Et moi, j'ai de plus en plus l'occasion de croiser des gens en France qui réussissent à se protéger des loups. Parce qu'ils ont admis le retour.
en disant voilà, les loups sont là, on ne peut plus les enlever, ils nous emmerdent, il faut être clair, les loups nous emmerdent, mais il faut absolument trouver des solutions pour marquer la limite. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le troupeau, d'un côté, il y a mes bêtes, j'ai pas envie de me les faire bouffer, de l'autre côté, les loups font leur vie, font ce qu'ils veulent, mais chez moi, c'est chez moi. Et vous avez des gens comme ça, des éleveurs qui réussissent à faire le boulot. Le temps que j'ai passé avec les nomades mongols, ça m'a énormément marqué parce qu'il y a 30 000 loups en Mongolie, les éleveurs ne vivent que de leur bétail et pour eux les loups c'est vraiment pas un problème parce que depuis des millénaires ils ont appris à faire avec et plutôt à s'en protéger avec leurs chiens, avec leur présence humaine, même avec leur pétoire. C'est pas un problème d'avoir une pétoire pour se défendre et pour montrer au loup qu'il n'est pas le bienvenu. Quand vous parlez aux éleveurs mongols des tensions et de cette victimisation et de toutes ces larmes dues aux loups en Europe, mais ils sont morts de rire. Leur but, c'est pas de se faire bouffer des animaux. Hein. Leur but, c'est de dire ici, je suis chez moi, mais les loups, ils font ce qu'ils veulent chez eux. Très différent. Alors que chez nous, en Europe, une partie du monde de l'élevage dit « c'est chez moi partout, je veux pas de loups ». Ben non. Et les éleveurs qui ont admis le retour des loups disent « attendez, là où il y a mes brebis, ce sera des parcs électriques, ce sera des chiens et éventuellement, pourquoi pas la carabine, en tout cas une présence humaine très forte, mais de l'autre côté, ils font ce qu'ils veulent, ils vont bouffer les cerfs, les sangliers, etc. » Et du coup, les loups comprennent ces messages qui sont radicaux, qui sont très clairs. En France, l'État et son fameux plan loup illustrent bien les deux clivages, pro-anti, en essayant de ménager la chèvre et le loup. D'un côté, le grand prédateur est une espèce strictement protégée par la Convention de Berne et la Directive Habitat. Et de l'autre, l'État permet les tirs de défense, mais aussi de prélèvement, en considérant qu'au-delà de 500 individus, les populations de loups peuvent et doivent être régulées. Pour les anti-loups, ce n'est pas suffisant. Pour les défenseurs du loup, c'est aberrant. C'est assez étonnant de voir qu'on a un plan loup, qui est un plan de conservation de l'espèce, mais qui prévoit quand même une bonne part d'élimination de cette même espèce qui est censée être protégée. Dans ce plan loup, il y a le statut du loup qui est rappelé, il y a toutes les mesures de protection, les clôtures, l'aide à la présence humaine, les financements des chiens de protection qui sont consolidés, mais il y a aussi des tirs de loup. Et je pense que ça, c'est l'énorme point faible de ce programme-là, qui donne, à mon avis, trop d'importance aux tirs de loup. Entendons-nous bien, je ne dis pas que tirer sur le loup ne sert à rien, mais tirer sur un loup pour le tuer n'est peut-être pas forcément la meilleure des solutions. Un loup sur lequel on tire et qui s'en sort vivant et qui peut continuer à vivre dans de bonnes conditions va retenir une leçon. Un loup mort n'apprend rien. Les loups sont des animaux qui sont très intelligents, ce sont des animaux avec une culture, c'est-à-dire qu'ils peuvent se souvenir d'éléments, qui peuvent faire des interactions, faire ce qu'on pourrait dire des déductions. On le voit à une moindre échelle chez le chien, donc on le voit aussi chez le loup. Ils peuvent aussi transmettre des comportements, parce que ce sont des animaux qui sont observateurs. Et donc, si on arrive très clairement à leur apprendre qu'il ne faut pas s'attaquer au troupeau, la partie est grandement gagnée. Le tir de loup fait partie du système de protection, si ça devient quelque chose qui est ponctuel. Aujourd'hui, on assiste un petit peu à quelque chose qui devient plus régulier, où on peut tirer 100, 115 loups en France, par exemple, pour une espèce strictement protégée, ce qui est assez étonnant. Et là, on peut commencer à parler plus de régulation, on n'est plus forcément dans un tir ponctuel. Est-ce que c'est judicieux ? Pour l'éleveur qui subit ou le berger qui subit les attaques peut-être, du point de vue de la biologie de l'espèce, elle n'a pas besoin de ça parce qu'elle s'autorégule, dans le sens où quand je dis elle s'autorégule, c'est plutôt une pression de l'environnement qui fait que les loups peuvent vivre sur un territoire, ils ne peuvent pas être 36 000 parce qu'il y a une disponibilité de nourriture que pour certains loups, et puis que si les loups veulent continuer de vivre, ils doivent disperser, donc ils doivent trouver un nouveau territoire. Alors le problème du tir, ça veut faire des tirs de régulation, même des tirs d'élimination, pose de dire qu'est-ce qui va se passer dans la meute, dans la structure du groupe. Et ça, c'est des questions scientifiques qu'on essaie de répondre. Alors beaucoup de scientifiques, pour l'instant, sont d'avis que ça peut déstructurer le groupe, que ça peut augmenter la dispersion. Mais moi, mon point de vue, c'est de dire qu'on joue un peu aux apprentis sorciers, puis peut-être qu'on augmente même les dommages en faisant ce type de tir.
On l'a entendu tout au long de cet épisode, la cohabitation entre élevage et sauvage n'est pas toujours harmonieuse en France. De l'autre côté de la frontière, en Italie, il y a un endroit où les choses sont un peu plus apaisées, le parc national des Abruzzes. Les loups n'y ont jamais disparu. Les éleveurs et les bergers, comme Isidoro, composent depuis longtemps avec lui. Per me personalmente, se non divorcer, è meglio. Bon, il dit que ça serait plus facile une vie sans loup. Bien sûr, toute la situation serait plus tranquille, mais c'est nature, donc il voit pas pourquoi il peut pas rester ici, le loup. Donc il a confiance dans ses chiens. Oh. Hey. Viens là. Dans le prochain et dernier épisode, je vous emmène, entre autres, vous oxygéner les poumons et la tête dans les Abruzzes. Et si la cohabitation est possible là-bas, pourquoi ne le serait-elle pas ailleurs ? On ne dit pas que c'est facile, notamment dans le Jura suisse où 2 meutes viennent de s'installer, mais les solutions existent et il y a des personnes qui se battent pour les mettre en pratique, au-delà des larmes et des hurlements.